Voilà, alors bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce sixième rendez-vous. Donc suite à un contretemps, effectivement, Vanina Donne-Lebar ne pourra pas présenter son travail aujourd'hui, mais on écoute comme prévu Zinia Guitin. Donc comme d'habitude, ça va prendre une vingtaine de minutes de présentation et ensuite on fera un échange avec la salle. Zinia est actuellement en deuxième année de thèse sous la direction de Jocelyne Porcher, Sylvie Pérez et Vanina Lebar à l'Université Montpellier 3 et au laboratoire Innovation et Développement dans l'agriculture et l'agroalimentaire. Donc, Zinia, ta thèse est intitulée Les relations interspécifiques au sein des collectifs de travail dans les sports équestres de très haut niveau. Et elle porte sur le rôle des collectifs de travail dans la construction de la performance sportive des sports équestres de très haut niveau et à la place du cheval dans ces collectifs. Et donc, sans plus tarder, la parole est à toi et tu peux effectivement partager ton écran pour partager un PowerPoint, un visuel, ce que tu Ça marche. Merci Angèle. Du coup, je vais partager mon PowerPoint. Alors, je vais juste partager tout mon écran, ça sera plus simple. Et hop, c'est tout bon, vous voyez mon écran? Ouais. Et Oui, est-ce que vous m'entendez bien? oui. Parfait. Eh bien, alors attendez. Euh, comment est-ce que je fais pour... Voilà. Super. Eh ben, merci beaucoup de m'avoir proposé de présenter mon travail. Euh, Donc, comme l'a dit Angèle, je suis en deuxième année de thèse et je m'intéresse à la construction de la performance dans les sports équestres de très haut niveau. Donc, moi, c'est une thèse en sociologie. Je m'y intéresse pas d'un point de vue biomécanique, nutritionnel, physiologique, physionomique, etc., mais vraiment d'un point de vue sociologique. Donc, comment fonctionne la construction de la performance à partir des personnes et du cheval dans les sports équestres de très haut niveau. Alors, je vais vous remettre un petit peu le contexte de ma recherche. C'est une thèse qui a commencé en novembre 2022 et qui bénéficie du dispositif CIFRE. Donc, une thèse CIFRE, c'est une thèse qui est financée par l'État et qui permet à une entreprise privée de rémunérer un doctorant. Donc, moi, je suis une salariée de la Fédération française d'équitation qui souhaitait en fait financer ce projet de thèse afin de permettre un accompagnement scientifique à la performance. Alors, l'objectif, c'était les Jeux olympiques 2024. Bon, vous vous doutez qu'en commençant en novembre 2022, en sociologie, je n'aurai pas de résultats concrets pour Paris 2024. Donc, l'idée, c'est plutôt, avec ce projet, de comprendre un petit peu comment fonctionne le très haut niveau et de pouvoir ensuite, pour les années à venir, notamment pour les Jeux équestres mondiaux, les championnats d'Europe ou encore les Jeux olympiques de 2028, de pouvoir à ce moment-là proposer, à partir de mes résultats, un accompagnement scientifique à la performance. Et un autre objectif de ma thèse, un autre contexte dans lequel elle s'inscrit, c'est la question aujourd'hui montante du bien-être animal, du bien-être équin notamment, et c'est de pouvoir proposer une réponse scientifique alors, ce que je vais qualifier d'utilisation des chevaux dans le sport, mais donc à ce partenariat qu'on crée entre cheval de sport et athlète de haut niveau humain, et de pouvoir avoir une réponse complémentaire à apporter à cette question sur le bien-être équestre, équin. Alors, ma thèse, elle s'inscrit en premier lieu dans la sociologie du travail humain-animaux. Je me repose sur la définition que le collectif Animal Lab a donnée du travail animal, donc qui est l'effort physique et mental que doit fournir un animal au-delà de la prescription pour atteindre les objectifs fixés. Donc ça, c'est mon cadre théorique principal. Et comme c'est une définition qui a surtout été employée pour le travail avec les animaux dans un contexte qui n'est pas nécessairement sportif, je m'appuie aussi sur la socio-anthropologie du sport pour comprendre les dynamiques qui sont vraiment spécifiques au sport, notamment dans les équipes sportives, parce qu'on a des rôles qui n'existent pas nécessairement dans l'élevage, par exemple. Je pense à l'entraîneur, typiquement, qui a un rôle spécifique au sport. Et enfin, parce que je m'intéresse aussi au paradressage, donc le paradressage, c'est la seule discipline paralympique équestre, je vais puiser un peu aussi dans les disability studies, donc dans les études sur le handicap, pour comprendre quelles sont les dynamiques vraiment spécifiques au handicap dans le sport. Alors, avant d'attaquer le vif du sujet, je vais vous présenter un peu ma méthodologie. Donc moi, je me repose principalement sur une approche qualitative, euh, à- basée sur des observations ethnographiques qui ont été menées lors de stages et de rassemblements fédéraux et aussi lors de compétitions. Là, typiquement, je suis à la boule pour le jumping parce que j'ai des entretiens à y mener et puis
des observations à y faire. Des observations que dans le cadre du complet et du CSO, je fais en tant que vraiment observatrice et dans le cadre du paradressage où je suis aussi participante, c'est-à-dire que j'ai été nommée assistante d'équipe. Alors ça s'est fait très naturellement, c'est pas moi qui ai choisi, mais ça m'arrange parce que du coup j'ai vraiment une expérience très immersive dans le paradressage. Et ces observations ethnographiques, elles sont ensuite complétées avec des entretiens semi-directifs. Alors, tous ces entretiens sont menés avec donc dans 3 disciplines, le CSO, le complet et le paradressage, où je suis à peu près 12 couples au total. J'en ai 2 ou 3 dans le CSO, selon si j'arrive à avoir Roger Yves Bost aujourd'hui ou pas. Dans le complet, je suis 4 couples et dans le paradressage, j'en suis 5. Ce sont tous des cavaliers qui sont issus de la liste à cheval pour Paris et qui ont été choisis en concertation avec la Fédération française d'équitation. Donc, je mène des entretiens avec les cavaliers, les grooms, les cavaliers maison, les entraîneurs et le staff fédéral de chaque discipline. Tous ces entretiens, ils sont retranscrits manuellement ou via Whisper. Donc, Whisper, c'est une intelligence artificielle qui facilite le travail de retranscription. Et ces entretiens, ces observations vont être analysées dans un second temps à l'aide de cartes mentales parce que cela me permet d'avoir une arborescence assez visuelle des thèmes qui ressortent de l'entretien semi-directif et totaliser quelques 75 jours d'observation. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont les 4 principaux axes de recherche qui ressortent de mes premières observations et premières analyses d'entretien. Donc, ce sont des axes de recherche qui peuvent être amenés à évoluer, à changer. Et aujourd'hui, ils décrivent surtout les tendances que j'ai observées sur le terrain et ce vers quoi je vais tendre par la suite dans mes analyses. Donc, je vais vous parler notamment de la performance, de la place du cheval dans le collectif, des collectifs de travail en eux-mêmes et enfin de la place particulière qu'occupent les grooms. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Alors, mon premier axe de recherche ici, c'est la performance. Pourquoi? Tout simplement parce que moi, quand je suis arrivée sur le terrain, avec cette question autour de la construction de la performance, je me demandais, enfin, moi, j'étais partie avec une définition de la performance très sportive. Donc, la performance, c'est la médaille, c'est gagner, c'est la première place, etc. Et il s'est trouvé, quand j'étais sur le terrain, que la performance, elle, elle avait plusieurs formes, notamment plusieurs articulations. C'est-à-dire que pour gagner, il y avait beaucoup de choses qui entraient en jeu et qui étaient de l'ordre aussi, en tout cas de ma perception, de la performance. Donc, je vais parler ici de différentes formes de performance, à savoir que le terme performance que j'utilise est pour moi plus lisible. Donc, c'est pas le terrain qui me parle de performance économique, par exemple, c'est vraiment moi qui mets le mot performance dessus parce que c'est le contexte sportif, parce que le mot performance est omniprésent dans le vocabulaire qui est employé par les personnes que je rencontre et parce que pour l'instant, pour moi, il est plus lisible. Donc ça peut tout à fait être amené à changer. Donc maintenant que je vous ai expliqué tout ça, je vais attaquer sur les différentes formes de performance que j'ai identifiées. La première, la performance sportive, qui est la plus évidente, qui est celle que j'ai décrite au début, la performance de, de victoire. Donc la performance sportive, c'est la première place, c'est la médaille, c'est gagner. C'est la performance qui est la plus importante pour les institutions. Donc les institutions, que ce soit le ministère des Sports, que ce soit l'IFCE ou encore la Fédération française d'équitation, il y a vraiment un objectif. Enfin, la performance sportive, c'est leur objectif, c'est la raison pour laquelle ils se mobilisent. Euh, Elle est aussi bien évidemment l'objectif des cavaliers, mais ce que je vais expliquer par la suite, c'est que c'est pas leur seul objectif et c'est parfois même pas le plus important. Parce qu'en effet, il y a la performance individuelle. Alors, qu'est-ce que c'est la performance individuelle? C'est la performance telle qu'elle est perçue subjectivement par chacune des personnes que je rencontre. Typiquement, souvent les cavaliers, quand je leur demande c'est quoi pour vous la performance, ils m'expliquent bah, c'est l'accomplissement du travail, c'est de montrer tout ce qu'on a réussi à faire avec notre cheval, c'est de l'amener au mieux qu'il puisse faire. Souvent, voilà, j'ai un cavalier de complet qui m'explique ben moi, mon cheval, il est suffisamment bon pour être 10e, il n'a pas ce qu'il faut pour être premier, mais il est pas, enfin voilà, normalement, il ne devrait pas être 20e non plus. Donc s'il est 10e, il a été performant. S'il est 11e, il est contre-performant. Et s'il est 9e, eh ben, il a surperformé. Donc on n'est pas sur le fait de gagner ou une première place, on est vraiment sur le fait d'accomplir un objectif.
Pour les grooms, très souvent, la réponse que j'ai sur c'est quoi la performance pour vous, ça va être plutôt le fait que le cheval revienne de concours en pleine forme. Et là aussi, souvent, elles me disent, bah, c'est le fait que j'ai bien fait mon travail. Si j'ai bien fait mon travail, le cheval, normalement, il revient en forme. Enfin, si le cavalier a bien fait son travail aussi. Donc, en fait, la performance, elle est souvent associée, individuelle, elle est souvent associée à des objectifs subjectifs de la part des personnes, mais aussi à cette notion de travail bien accompli. Je vais parler maintenant de la performance relationnelle. Alors le terme de performance, quand c'est lié à la relation, peut être un petit peu étonnant, mais là encore une fois, c'est un terme que je retire du terrain, c'est-à-dire que j'ai un cavalier de CSO que j'ai rencontré et qui m'a parlé de performance de compréhension et de connexion avec son cheval. Et donc, vu que le mot vient de sa part, je crois que c'est assez intéressant à étudier et à regarder comment est-ce qu'on peut être performant dans une relation, c'est assez surprenant. Jocelyne Porcher, d'ailleurs, parle plutôt de rationalité relationnelle. Donc, c'est peut-être un terme que je vais utiliser par la suite. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir la performance relationnelle. En tout cas, c'est le premier motif d'entrée dans le milieu de l'équitation. Que ce soit les entraîneurs, les grooms, les cavaliers ou même les membres du staff fédéral, ils ont tous commencé l'équitation relativement jeunes, qu'ils soient d'ailleurs valides ou handicapés. Et ça a été cette relation avec le cheval était le moteur vraiment de leur entrée dans le milieu de l'équitation. C'est toujours aujourd'hui d'ailleurs ce qui les attire et pour certains cavaliers, cette connexion avec le cheval est presque plus importante que toute autre forme de performance. Ils vont chercher enfin ouais, moi j'ai un cavalier de CSO qui me dit, moi quand je fais en concours, ce que je recherche, c'est enfin, c'est ce feeling, cette connexion avec le cheval, bien plus que la victoire, la médaille. Il dit, si je fais 4 points, mais que j'ai eu un super feeling, bah pour moi, j'ai tout accompli, c'était le principal. Si je fais zéro faute, mais que je me suis battue avec mon cheval, bah, j'ai pas été performant. Donc, c'est une forme de performance qui est très importante dans cette articulation de toutes les différentes formes de performance. Ensuite, la performance économique. Les cavaliers de complet surtout et de CSO sont auto-entrepreneurs. Donc, ils ont leur propre entreprise et cela les amène à pouvoir avoir une certaine instabilité économique. Euh, pour eux, la stabilité économique, elle repose sur les services qu'ils peuvent proposer, la vente de chevaux, les partenaires qu'ils peuvent réussir à obtenir. Et tout ça, ça passe notamment par la compétition. La compétition devient une vitrine pour eux et un lieu de valorisation en fait de leurs chevaux. Donc, le lien entre la performance économique et la performance sportive est extrêmement important puisque l'un permet de faire vivre l'autre. La performance sportive permet d'être performant économiquement et inversement, la performance économique permet de financer la participation sportive. Donc, il y a un vrai lien entre les deux, mais tout comme il y a un lien entre toutes ces performances. C'est juste que j'ai pas le temps de tout décrire. Mais on pourra en parler si ça vous intéresse plus. La dernière forme de performance que je veux présenter, c'est la performance médiatique. Et là, c'est plutôt une performance dans le sens de mise en scène. C'est-à-dire qu'il y a une vraie mise en scène des personnes, surtout les cavaliers, face aux médias. Médias télévisuels, la presse écrite, mais aussi le public. Il y a un échange qui se fait et certaines attitudes qui sont adoptées. Typiquement, les cavaliers vont pas avoir la même attitude avec leurs chevaux quand la presse est là que quand elle n'est pas là. Il y a beaucoup plus de signes d'affection avec la presse qu'au quotidien. Ça, c'est des choses que j'ai observées surtout lors de stages de rassemblement sur les journées presse. Alors, ça ne veut pas dire que les cavaliers n'aiment pas leurs chevaux, c'est juste qu'il y a vraiment une mise en scène de l'affectivité envers le cheval le jour où la presse est là. Et donc, cette mise en scène est assez intéressante. Elle va colorer le discours. Donc, moi, alors, un cavalier de CSO qui me parle d'un discours préfabriqué qu'il a pour les médias. Moi, tout mon enjeu pendant mes entretiens, ça a été de faire en sorte que je n'ai pas ce discours médiatique. Et par moment, j'y suis parvenue. Voilà, hier, par exemple, j'ai eu un entretien avec un membre du staff fédéral qui m'a dit, bah, là, ce que je te dis, je ne l'ai jamais dit à personne et je te le dis parce que tu n'es pas journaliste. Donc, c'est pour moi des petites victoires. Alors, donc là, je vous ai parlé de la performance assez brièvement. Je vais vous parler maintenant de la place du cheval au sein des collectifs de travail. Alors, comme j'ai
20 minutes et que j'ai beaucoup de choses à dire, mais pas beaucoup de temps, je préfère me concentrer sur quelques axes principaux que sur tous. Donc voilà, là, ce que je vous présente, c'est pas l'entièreté de ma réflexion pour l'instant, c'est vraiment les highlights, on va dire. Euh, En premier, la question du travail. Alors, quand je demande que ce soit au cavalier maison, au cavalier de concours, au groom, aux entraîneurs, c'est quoi le travail du cheval? Très souvent, on va me décrire sa semaine. Le lundi, il va au marcheur, le mardi, c'est stretching, le mercredi, c'est balade à la plage, etc. Et ça, c'est le travail du cheval. Et quand je demande après, mais est-ce que le cheval travaille? J'ai une réponse qui est assez unanime à travers les personnes à qui je pose la question, avec quelques variations. Très souvent, on va me dire, bah, le cheval travaille à partir du moment où il fournit un effort, donc que ce soit en compétition ou à l'entraînement. À partir du moment où il est avec un humain et que cet humain lui demande de transpirer, d'accélérer sa fréquence cardiaque, etc., c'est que le cheval travaille. Pour certaines personnes, et là, je ne peux pas encore dire si ça se répercute plus, si ça se voit plus, pardon, chez les grooms ou chez certains cavaliers. Là, c'est plutôt des observations que j'ai pu faire euh, au fur et à mesure du temps que je passe avec les cavaliers et les chevaux. Pour certaines personnes, le cheval travaille aussi à partir du moment où l'humain exige quelque chose de sa part. Par exemple, j'ai une cavalière de paradressage qui m'explique que son cheval, quand il est au box et qu'elle le prépare, eh ben, le cheval ne doit pas bouger. Il faut qu'il reste tranquille et il faut qu'il la laisse faire son travail. Enfin, c'est-à-dire le sceller, le brosser, le sceller, etc. Et ça, c'est aussi considéré comme du travail, même s'il n'y a pas d'effort physique de la part du cheval. Ensuite, le cheval, ce qui m'a intéressé dans ces collectifs de travail, c'est qu'il a deux positions qui sont, qui paraissent assez paradoxalement opposées, mais enfin non, qui paraissent assez opposées, mais qui paradoxalement, en fait, peuvent définir le cheval en même temps. Je m'explique. Le cheval va souvent être décrit comme un objet biomécanique. Dans quel sens? C'est-à-dire que le vocabulaire qui est utilisé autour du cheval est très lié à la mécanique. Les cavaliers de crosse et de CSO sont considérés comme des pilotes, donc le lien avec la voiture. Ils doivent fabriquer, manufacturer ou encore mécaniser leurs chevaux. Et ce sont des mots qui reviennent assez souvent. Donc avec ces mots-là, on voit bien l'idée de machine et le lien avec la voiture ou la moto qui est assez fort. À cela s'ajoute une dimension génétique où les chevaux sont triés selon leurs caractéristiques et leurs origines. Typiquement, moi j'ai des cavaliers qui m'expliquent que le cheval allemand, c'est un cheval qui est physiquement très fort, mais mentalement un peu fragile, il faut l'accompagner, alors que le cheval français, il est plus souple, plus vif, et plus agile aussi dans sa tête, et il a moins besoin de la présence du cavalier. Et donc, dans ce sens-là, donc on a un cheval qui est euh, caricaturé, entre guillemets, sur des caractéristiques mécaniques, en tout cas plus biomécaniques que subjectives. Pour autant, eh ben, ça n'empêche pas du tout que le cheval soit considéré aussi comme ce que j'appelle un sujet pensant. C'est-à-dire qu'il y a une place très importante qui est accordée à la personnalité du cheval. Il est considéré comme un partenaire, mais il est aussi considéré comme quelqu'un, un animal en tout cas, en mesure de donner son avis, de prendre des décisions. À l'image de, là, c'est un exemple une citation de Laure, une groom de Complet, qui explique comment le cheval euh, du cavalier a pris la décision, enfin, a continué à sauter malgré le fait que le cavalier ne pouvait plus l'accompagner, n'était plus en mesure d'être avec lui. Et donc, en ce sens, elle souligne l'intelligence du cheval, mais aussi sa capacité à prendre des décisions. J'ai deux autres cavaliers de complet qui m'expliquent comment leurs chevaux, sur les derbies indoor, ce sont des chevaux qui ont un sens inné de la piste, que les cavaliers, ils n'ont plus rien besoin de faire, ils sont sur le cheval uniquement pour lui indiquer quel obstacle sauter, et le cheval sait ce qu'il a à faire. Et j'ai un cavalier en particulier qui me raconte que, voilà, sur un derby, il saute un obstacle, il arrive sur le dernier, il veut retenir un peu son cheval, le redresser, le cheval, du coup, perd un peu son équilibre, saute, touche une barre, la fait tomber et fait 4 points. Et le cavalier me dit, mais c'était de ma faute, hein, le cheval n'est pas responsable, c'est moi qui l'ai gêné. Mais du coup, le cheval, quand je l'ai ramené au box, bah, il s'est mis dans un coin, dos tourné, et puis il a boudé. Et alors, on peut se dire, est-ce que le cheval boudait vraiment? Ça, c'est une autre question. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de remarquer qu'il y a vraiment une prise en compte de la subjectivité et de l'agentivité du cheval. Le fait qu'il soit capable
de prendre une décision par lui-même. Et en ce sens, voilà, le cheval est aussi un sujet pensant. Donc il y a ce côté objet, mais objet biomécanique du cheval, mais aussi ce côté sujet pensant. Et le cheval peut être les deux à la fois. Alors, mon troisième axe de recherche, ce sont les interactions au sein des collectifs de travail. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'entends par collectif de travail. Ce sont toutes les personnes qui travaillent ensemble. Comment est-ce que moi je les ai répartis? Là, ça découle aussi de mes observations. C'est-à-dire que je vais avoir plusieurs collectifs un collectif par cavalier. Et j'ai un collectif resserré. Donc souvent, je vais avoir un cavalier avec donc le cavalier de concours, le cavalier maison, le groom, parfois un entraîneur. Et la taille de ces collectifs varie d'un cavalier à un autre. On a des cavaliers qui au quotidien s'entourent de beaucoup de personnes, d'autres qui s'entourent très peu, certains qui sont même tout seuls. Et on a des personnes qui gravitent autour de ces collectifs. Très souvent, ça va être le vétérinaire, le maréchal ferrant, le masseur, l'ostéopathe, le dentiste, en voulez-vous, en voilà. Selon les collectifs, ils sont plus ou moins entourés de personnes. Tous ces collectifs-là, dans le projet de performance sportive, ils sont chapeautés par le staff fédéral. Le staff fédéral qui est décisionnaire sur beaucoup de choses, notamment qui est-ce qui va participer à quelle compétition. Ce staff fédéral, bien souvent, on a un entraîneur, un sélectionneur, un vétérinaire. Et après, en fonction des périodes, il va s'étoffer. On peut avoir quelqu'un qui va venir de l'Agence nationale du sport, d'autres personnes qui vont venir de la Fédération française d'équitation, ou encore des vacataires qui vont venir étoffer ce collectif à certaines périodes. Là, en l'occurrence, dans une période pré-olympique, le collectif, enfin le staff fédéral de chaque discipline, il s'est énormément étoffé dans ces derniers mois, ces dernières années. À savoir qu'à l'issue des JO, il y a beaucoup de ces contrats qui s'arrêtent. Donc le collectif va rétrécir. Dans ces collectifs, donc on a de nombreux rôles qui sont relativement importants. Alors, j'ai pas le temps là de vous décrire chacun de ces rôles et comment ils fonctionnent au sein des collectifs, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée de voilà, quelles sont les personnes qu'on peut retrouver dans les collectifs. Euh, une chose que j'ai trouvée extrêmement intéressante, ce sont les valeurs communes. Alors, pourquoi je parle de valeurs communes? Vous allez rapidement le comprendre. On a des valeurs qui sont rattachées aux personnes. Les cavaliers, très souvent, me disent, ben moi, mon groom, j'attends de lui que je puisse lui faire confiance. La confiance, c'est une valeur qui revient dans tous les collectifs euh, et qui est extrêmement importante parce que ben, les cavaliers confient quand même des chevaux, pour certains qui valent plusieurs millions d'euros, à une personne qui a, qui a en charge le soin du cheval. Donc la confiance. Le respect ensuite. Respect de la hiérarchie. Le cavalier doit pouvoir donner ses instructions au groom, au cavalier maison, à tout son staff, sans que ses décisions soient remises en question, trop souvent. Mais voilà, la notion de respect, un respect mutuel entre les personnes dans le collectif. On a aussi la notion de passion. Il est attendu de toutes les personnes qui travaillent avec le cavalier qu'elles soient passionnées par les chevaux. Alors, d'ailleurs, les cavaliers le sont. Ils attendent ça de leur groom, de leurs entraîneurs, du staff fédéral. Enfin, le mot passion revient vraiment très souvent dans les discours. Passion, mais aussi sacrifice. J'ai un cavalier de CSO qui me dit, par exemple, ben, les grooms, c'est un sacrifice qu'ils font pour les chevaux, mais c'est aussi un sacrifice qu'ils font pour moi. Parce que c'est un métier qui est très prenant. Mais ça, j'en parle juste après. Et enfin, il y a la notion de famille. Euh, Très souvent, que ce soit les grooms ou les cavaliers, ils vont me dire, bah, nous, on est une grande famille. Le complet, typiquement, c'est un lieu où, quand j'arrive, tout le monde me dit au début, bah, on est une grande famille, on est une grande famille. Moins dans le CSO, mais ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, la notion de famille est extrêmement importante. Et ce qui est intéressant, c'est que ces mêmes valeurs sont associées au cheval. Le cavalier me dit, il faut que je puisse faire confiance à mon cheval. Quand je vais sur un cross, que j'ai un obstacle à sauter, il faut que mon cheval, il ait confiance en moi, dans mes capacités. Il faut que moi, j'ai confiance dans mon cheval. Les entraîneurs le disent aussi, d'ailleurs. Les cavaliers s'engagent pas sur un cross s'il n'y a pas de confiance entre les deux parties. On a aussi la notion de respect. Le cheval doit respecter ses humains. Il doit respecter le groom quand il le prépare, il doit respecter le cavalier quand il est à pied, qui veut se mettre à cheval, etc. On a la notion, alors je parlais de passion pour les humains, mais là je vais parler plutôt du terme se donner pour le cheval. Les grooms, les cavaliers, les entraîneurs disent souvent le cheval, il se donne ou il doit se donner pour le cavalier. Et dans cette idée de se donner, moi j'associe, enfin voilà, je fais le lien avec le terme de passion. Euh, alors ils ne me disent pas que le cheval doit avoir la passion pour le sport, mais en tout cas qu'il doit avoir la volonté de se donner. Et enfin, le cheval est souvent décrit comme un membre de la famille.
Il fait partie de la famille au même titre que les grooms ou que même la famille du cavalier. Et donc, ces valeurs communes, je trouve que c'est assez intéressant ce parallèle entre les valeurs qu'on associe aux humains, celles qu'on associe au cheval, et voilà, qui m'orientent vers cette idée selon laquelle le collectif de travail serait en effet anthropoéquin dans le sport équestre de très haut niveau, euh, parce que le cheval y occupe une place relativement importante, mais surtout parce qu'il est considéré au même titre que les humains. Mais bon, ça, je reviendrai dessus à la fin de ma thèse quand j'aurai toutes mes réponses. La dernière chose dont je vais vous parler, c'est du rôle des grooms dans la performance. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, les grooms, déjà, ce sont majoritairement des jeunes femmes. Elles ont entre 18 et 30 ans. Euh, elles sont à 70%, entre 70 et 90% selon les sources, ce sont des femmes. Et elles ont toutes choisi de faire ce métier par amour pour les chevaux. Donc ça, c'est quelque chose qui les qualifie, qui les rassemble. Et pourquoi je veux en parler? Eh bien, tout simplement parce que dans la littérature scientifique aujourd'hui, on retrouve très peu de sources sur les grooms. Hormis le livre écrit par Charlène Lourd, Groom, un métier à reconnaître, eh bien, il y a très très peu de ressources scientifiques sur ce métier, sur ce que ça implique dans la performance. Et souvent, on a tendance en fait à dire que la performance, c'est le cheval et le cavalier, et moi, sur le terrain, il se trouve que le rôle du groom me paraissait parfois plus important que celui du cavalier dans la performance, ou en tout cas dans le fait de permettre la performance. On ne peut pas enlever au fait que au cavalier son rôle dans la performance elle-même, euh, mais ce qui permet d'y aller, d'y arriver à cette performance, c'est en partie grâce au groom, en grosse partie grâce au groom. Alors les grooms, qu'est-ce qu'elles font? Bon, sans surprise, je pense que je vous apprends rien, elles s'occupent du cheval. Elles doivent soigner le cheval, s'en occuper. Quand on regarde la fiche de poste d'un groom sur le site de l'IFCE, sur Wikipédia, on voit que le groom, très souvent, enfin, les missions qui sont associées au groom, ça va être l'entretien, le pansage, préparer le cheval, l'échauffer éventuellement, et le transport. Le transport occupe une grosse, grosse place dans le métier de groom, et c'est l'une des parties les plus difficiles de leur métier. C'est-à-dire qu'il y a des grooms qui se considèrent plus chauffeurs de poids lourds que soigneuses de chevaux. Quand elles passent 12 heures dans un camion avec les chevaux, qu'elles ont 3 jours de route pour aller à Oslo, par exemple, ça c'est ce que me racontait une groom de CSO, eh bien c'est énormément de fatigue, c'est des conditions de travail difficiles, c'est énormément de pression, et c'est une pression physique, mais c'est aussi une pression mentale parce qu'elles ont dans le camion peut-être 2 ou 3 chevaux qui valent plusieurs millions d'euros et voilà, ça demande quand même une sacrée solidité mentale pour être sûr qu'il n'arrive rien. Et donc cette fatigue, en fait, c'est quelque chose qu'elles prennent en charge à la place du cavalier. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout mentionné dans les fiches de poste, c'est que elles s'occupent aussi du cavalier. J'ai un cavalier de CSO qui m'explique, qui me raconte par exemple que bon, sa groom, elle doit s'occuper du cheval, mais elle doit aussi lui faciliter son travail à lui. Euh, Ah oui, c'est l'exemple que j'ai là. Voilà, c'est un cavalier de complet qui explique que la groom décharge la responsabilité du cheval. Elle prend en charge en fait la charge mentale du cavalier. Ça arrive aussi que les grooms se retrouvent à masser les cavaliers. Moi, j'arrive un jour dans une allée d'écurie et là, je tombe nez à nez avec un cavalier torse nu et la groom derrière avec des patchs est en train de masser le cavalier. Et là, je dis, mais enfin, ça arrive souvent ça? Je dis, bah oui, oui, c'est tout le temps. À chaque concours, à chaque stage, hop, dès qu'il y a un moment, elle retire les patchs des chevaux parce que oui, c'est le matériel qu'elle utilise pour les chevaux, les pose sur le groom ou sur d'autres grooms ou sur d'autres cavaliers, et hop, elle masse. Et, euh, et ça fait pas partie des tâches qui sont citées pour le groom. Donc oui, le groom a aussi un rôle extrêmement important dans le soin qu'il apporte au cavalier. Enfin, une dernière chose dont je veux parler dans ce rôle des grooms, donc j'espère que j'ai réussi à vous montrer à quel point leur rôle était important dans ces 2 minutes depuis que j'en parle, mais il y a une absence de reconnaissance du métier de groom. Et alors, ça commence à changer parce que depuis Tokyo 2021, par exemple, le nom des grooms est souvent cité dans les compétitions internationales en même temps que le nom du cheval et que le nom du cavalier. Bien que là, à la boule, j'ai pas encore entendu une seule fois le nom d'un groom. Euh, mais voilà, il y a une absence de reconnaissance de leur métier.
Et ça se voit aussi dans la littérature scientifique, comme je vous l'ai dit, hein, juste avant, on n'en parle pas. Par contre, il y a une reconnaissance individuelle, c'est-à-dire que la personne en elle-même est reconnue par les personnes qui sont les plus importantes. Typiquement, les grooms me disent que la reconnaissance de leur travail, elle va passer par le cheval, que ce soit des marques d'affection de la part du cheval ou encore quand le cheval montre qu'il est content, qu'il a envie de faire ce qu'il fait, qu'il a les oreilles en avant, que voilà, qu'elles ont en tout cas ce feeling que le cheval y prend plaisir. Ça, pour elles, ce sont des marques de reconnaissance de leur travail. Marque de reconnaissance qui passe aussi par le cavalier, donc notamment quand il les remercie à la fin d'un concours, que ce soit verbalement, hein, de dire bah, merci les filles, super, bon boulot, ou que ce soit par message pour leur dire bah, super, merci, sans toi, j'aurais pas pu faire ça, etc. Donc une absence de reconnaissance du métier en soi, mais une reconnaissance individuelle qui existe. La dernière chose dont je vais vous parler, c'est le paradressage en particulier, parce que c'est c'est une discipline pour des personnes en situation de handicap et ça veut dire qu'elle a des problématiques qui sont propres au handisport. C'est un sport qui est à cheval entre équithérapie et pratique sportive. Pourquoi? Parce que on a dans le paradressage des bénéfices qui sont associés à ce qui a été mis en évidence dans l'équithérapie, que ce soit par la présence du cheval, que ce soit par le mouvement du cheval sur les corps des personnes en situation de handicap. Euh, pour autant, les personnes qui s'engagent dans le paradressage, notamment à ce niveau, hein, donc là c'est l'équipe de France de paradressage, ce sont des personnes qui ne recherchent pas à faire de la thérapie. C'est simplement, j'ai envie de dire une conséquence, mais c'est un, un bénéfice non recherché de la pratique du paradressage que d'avoir des bénéfices de l'équithérapeutique. Et pratique sportive, eh bien, pourquoi c'est intéressant? Parce que ça montre l'agentivité des personnes. Elles choisissent elles-mêmes de s'engager dans ce sport. Et donc, en ce sens, elles ne sont pas des patients comme on peut en avoir en équithérapie, mais bien des sportifs, des athlètes. Et ça fait toute la différence dans la perception de soi et de la pratique. Et alors, je conclus par ça pourrait faire l'objet d'une thèse en soi. J'en suis tout à fait persuadée. Et je le mets là parce que j'ai bien l'intention de continuer, moi, à travailler sur cette question du paradressage. Aujourd'hui, dans le cadre de ma thèse, la question du handicap n'est pas la question centrale de mon travail. C'est euh, quelque chose qui pourrait le devenir, quelque chose auquel j'aspire par la suite, parce que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à creuser et à développer sur cette question du paradressage, du handisport. Mais aujourd'hui, voilà, c'est pas. Moi, je m'intéresse à la construction de la performance, la place du cheval, et du coup, le handicap va occuper une place peut-être un peu moins importante dans ma thèse que ce que j'aimerais lui accorder aujourd'hui. Mais bon, ça, j'ai mon comité de suivi de thèse après-demain, et donc j'espère pouvoir en parler avec eux et voir comment situer le paradressage dans mon travail. J'arrive à la fin de ma présentation. J'espère que j'ai pas trop dépassé. Je sais que c'était un peu plus que 20 minutes. Mais voilà, merci de m'avoir prêté votre attention. Et du coup, ben, si vous avez des questions, si vous voulez parler de certaines choses, je suis tout à fait ravie d'échanger avec vous. Voilà. Merci beaucoup, Zina, pour cette présentation. Pas de souci pour le dépassement, c'était nickel. Et bah, je laisse la parole à la salle. Vous pouvez activer votre micro et prendre directement la parole. Moi, j'ai une petite question. Je ne sais pas si je peux la poser dès à présent. Merci beaucoup, Zénia, pour ta présentation. C'était vraiment passionnant. Ça fait écho à mon sujet. Donc, c'est super. C'était incroyable. J'ai deux petites questions. Une qui est plutôt d'ordre méthodologique. Parce que, ouais, on me pose question aussi, mais je pense que pour toi, elle se pose encore plus crûment. C'est celle de l'anonymisation. Donc, je voulais savoir un petit peu, je pense que tu vas en parler peut-être avec ton comité de suivi de thèse, mais comment est-ce que tu comptes anonymiser? Là, tu nous as fait par exemple une présentation qui ne l'est pas du tout. Comment est-ce que la relation avec tes invités, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'ils savent qu'ils ne sont pas anonymisés, qu'ils le seront? De quelle manière? Comment est-ce que tu penses gérer ça? Sachant que, étant une petite filière sportive, c'est compliqué d'analyser les liens, on ne puisse pas reconnaître tout en gardant la qualification, on va dire, sociale nécessaire à la compréhension de ton sujet. Voilà, je voulais savoir un peu comment tu te dépatouilles de ce truc-là, comment est-ce que tu pensais le faire. La deuxième question, c'est sur un peu moins méthodologique, c'est sur la composition des collectifs. Du coup, dans tes trois disciplines, est-ce que tu as observé des différences fondamentales
de composition et de socialisation des agents. Par exemple, est-ce que les grooms de CSO et les grooms de paramétrage et les grooms de complet, est-ce que c'est les mêmes personnes? Est-ce qu'ils ont le même parcours scolaire? Enfin, pas scolaire, pardon, sportif et de formation. Voilà. Est-ce que tu as des choses significatives là-dessus ou est-ce que, enfin, et comment est-ce que tu as choisi ces trois disciplines? Pourquoi celle-là? Pourquoi pas du dressage, par exemple? Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Alors, merci Hélène. Et très bonne question sur la question de l'anonymisation. En effet, alors moi j'ai la chance, enfin j'ai un formulaire de consentement à faire signer par toutes les personnes que je rencontre et sur ce formulaire de consentement est mentionné comment ils veulent être cités dans mon travail. J'ai la chance que les trois quarts d'entre eux ne souhaitent pas être anonymisés, ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas le faire dans mon travail de thèse, mais ça va faciliter en tout cas la réflexion autour de cette anonymisation. Parce que pour les cavaliers qui en effet doivent être entièrement anonymisés, comme tu le dis, on est sur un petit milieu, on est sur des personnes qui se connaissent, on est sur des choses qui sont très reconnaissables, et même en anonymisant le plus possible. Enfin, moi, j'ai un cavalier de CSO typiquement où j'ai fait une présentation l'autre jour où j'avais juste mis cavalier de CSO, son discours, et juste avec les trois mots qu'il a dit, tout le monde savait qui c'était. Et là, je dis, bah oui, mais cavalier de CSO qui, qui me dit, comment il me dit ça? Enfin, qui me parle de performance de connexion, qui me dit, moi, dans mon système actuel, si j'ai pas ça, bah, ça peut pas fonctionner. Juste avec ça, les gens savaient qui c'était. Et j'étais là, bah oui, mais bon, à un moment, en fait, il y a des limites dans l'anonymisation que je peux avoir. Donc, heureusement, je peux retomber sur mes formulaires de consentement où les gens sont d'accord pour ne pas être anonymisés. Moi, je vais faire l'effort d'anonymiser au maximum, mais c'est pareil les cavaliers de paradressage, bah, j'en ai un à qui il manque une jambe. Il y en a qu'un seul à qui il manque une jambe. Et donc là, pour anonymiser, bah, Et ça veut dire que j'enlève en fait toute la dimension de cette personne-là, tout ce qui explique comment il est arrivé à son accident, comment il l'a vécu, ce qui lui est arrivé, comment il compense derrière. Enfin, en fait, si je l'anonymise, bah, je perds complètement qui est cette personne et pourquoi c'est important son discours en fonction enfin, par rapport à qui il est en fait. Donc cette question de l'anonymisation, elle me taraude depuis le début d'ailleurs. Je me dis, j'avoue que ça m'arrange que les cavaliers soient d'accord de ne pas anonymiser, ce qui va rendre beaucoup plus facile, moi, la rédaction derrière. Et après, pour ceux qui veulent vraiment être anonymisés, et moi, l'effort que je vais faire, ça va être plutôt de pseudonymiser que d'anonymiser parce que bah, comme tu dis, c'est un milieu qui est tellement petit que si je veux vraiment anonymiser, je dois changer les discours. Parce que c'est pareil, enfin, j'ai un membre du staff fédéral qui est très connu, mais son discours est connu aussi des autres. Et donc, du coup, bah, si je veux conserver l'essence de son discours sans qu'on le reconnaisse, bah, c'est pas possible. Donc, en fait, se joue vraiment. Enfin, voilà. Moi, j'avoue qu'aujourd'hui, ma défense, entre guillemets, c'est le fait que je puisse ne pas anonymiser parce qu'on m'a donné l'autorisation de ne pas le faire. Mais voilà, ça veut pas dire que je vais pas le faire, c'est juste dire que j'ai un peu plus de liberté sur comment je vais les anonymiser. Et ta deuxième question, qui est très intéressante aussi sur ces différences c'était par rapport au groom surtout que tu me demandais, hein, dans le para, dans le complet, dans le CSO. Euh, alors, il y a des différences. Les similitudes, déjà, c'est que ça reste des femmes, globalement, dans toutes les disciplines. Ça, que ce soit le para ou les autres, ça change pas grand-chose à leur genre. Ça reste des personnes jeunes et ça reste des personnes qui ont les mêmes motivations, qui ont les mêmes fonctions, qui, qui sont là pour l'amour du cheval et qui sont... Alors moi, j'ai prêté beaucoup attention à la tenue vestimentaire, mais qui sont donc globalement toutes habillées pareil. C'est jean, basket, t-shirt, sac sur le dos avec tout ce qui pendouille et qui est nécessaire, les éperons, le chiffon pour essuyer le cheval, la brosse, le casque du cavalier, enfin elles ont toute une panoplie de choses dans leur sac. La casquette, les cheveux longs attachés, souvent pas de maquillage, parfois une manucure, mais voilà, globalement, ça c'est la groom. Et ça c'est bon d'avoir vu passer beaucoup de grooms je commence à vraiment repérer ceci. Là où ça change, c'est plutôt dans la place et la position qu'elles occupent au sein de ces disciplines. Dans le CSO, dans le complet, dans le CSO, c'est un milieu qui est très, euh, comment dire ça, où l'apparence est extrêmement importante. Donc, on voit dans le public
chez les cavaliers, il y a une attention à l'apparence qui est très importante. Les cavaliers arrivent au niveau de la loge fédérale en étant de VIP, etc., avec leur tenue de concours. Ils n'arrivent pas en tenue civile. Ils arrivent pantalon blanc, bottes noires cirées et veste de concours. Les propriétaires des chevaux, le staff fédéral, sont tous habillés aux couleurs fédérales. Le staff fédéral, hein. Les propriétaires de chevaux, ils sont tous habillés. Les femmes avec des robes élégantes, des talons, le brushing, la manucure, les bijoux. Malgré qu'il puisse faire super moche ou qu'il pleuve, la tenue est importante. Les hommes sont en costard cravate, petites chaussures cirées. Il y a une attention à l'apparence physique importante. Les grooms sont toujours en jean basket. Elles ne vont pas dans ces espaces où sont les propriétaires et les cavaliers. Hier, c'était d'ailleurs assez intéressant. Bah, typiquement, j'étais donc à la Baule, moi je suis à la loge fédérale. Et là, il y a deux grooms qui arrivent, qui tournent un peu autour de la loge fédérale, puis qui finissent par demander si elles peuvent entrer. Donc ça n'allait pas de soi déjà. Personne d'autre n'a posé la question, hein. Elles entrent et en fait elles me disent, on aurait voulu aller dans les gradins, mais comme on a des chiens, si les chiens n'ont pas de petits passes, ils peuvent pas entrer dans les gradins. Donc on a dit, on va tester la loge fédérale, on va y aller au culot. Et tout ça, tout cet échange montre déjà quand même que, bon, la loge fédérale, c'était pas le premier lieu où elles voulaient aller. Et si elles y sont allées en se disant, on va se faire jeter, mais on essaye. Euh, et on voit bien, d'ailleurs, elles sont habillées en jean basket. Et quand tu regardes par rapport au reste des personnes, le contraste est assez flagrant. D'autant plus que c'était la Coupe des Nations. Donc tous les propriétaires étaient dans la loge. Donc voilà, là, il y a cette différence entre les personnes. Dans le complet, ça se voit un peu moins. Déjà parce que souvent, les cavaliers, quand ils ont fini, ils vont se changer ou ils sont pas nécessairement en blanc. Et il n'y a pas, il y a pas de loge fédérale, déjà, dans le complet. La plupart du temps, il y a le camion fédéral éventuellement qui est là, mais il n'y a pas une loge qui est dédiée à la fédé. Donc, on est sur un environnement qui est beaucoup plus mixte, même si, encore une fois, souvent, les grooms ne sont pas dans les lieux où sont le reste des gens. Les grooms, en fait, leur espace, c'est l'espace des chevaux. Dans le paradressage, et c'est là où ça changeait le plus, c'est qu'il y avait beaucoup plus de mixité. Euh, c'est une discipline où souvent les cavaliers, ils ont un seul cheval et une seule épreuve dans la journée. Donc en fait, le groom passe beaucoup moins de temps avec les chevaux puisque il y a moins besoin de s'en occuper. Enfin, ils n'ont pas quatre chevaux à préparer pour quatre épreuves différentes, comme ça peut être le cas dans le CSO ou dans le complet. Ce qui fait qu'ils ont beaucoup plus de facilité à aller dans les espaces où sont le staff fédéral, les autres cavaliers, etc. C'est un environnement qui est très mixte. Et il faut savoir aussi, c'est là c'est intéressant, dans le paradressage, ce que j'observais, c'est que les grooms, ils occupent beaucoup plus de fonctions que dans les autres disciplines. Là où dans le CSO et le complet, les grooms sont souvent juste grooms, dans le paradressage, bah, ils sont aussi entraîneurs, ils sont aussi cavaliers, ils sont parfois compagnons. Alors ça peut être vrai dans les autres disciplines aussi. Mais ils sont parfois compagnons ou compagnes des cavaliers. Donc il y a une plus grande mixité dans le rôle de groom, ce qui fait que je pense qu'il autorise beaucoup plus de sortir en fait du milieu du cheval. Typiquement, la groom d'une cavalière de paradressage, elle était à l'origine son entraîneur. Si elle est aujourd'hui sa groom, c'est uniquement pour le projet paralympique. À la maison, elle est freelance, elle entraîne d'autres cavaliers. Elle accepte, elle me le dit, hein, elle a accepté de suivre cette cavalière parce qu'il y a un projet paralympique, parce qu'il y a cette chance d'aller aux Jeux paralympiques. Et voilà. Sinon, son métier, c'est pas du tout groom. Et ça, elle me le répète assez souvent. J'ai un autre groom, pareil, lui, c'est un homme. Il m'a dit, c'est pas, elle m'a appelé la cavalière de paradressage, je la connais, elle m'a appelé, elle avait besoin de quelqu'un pour la dépanner. Et du coup, pareil, je suis le projet paralympique, mais je le fais parce que ça va me donner la chance de faire du haut niveau et de rencontrer d'autres personnes pour reprendre une activité en tant que cavalier. Donc on n'a pas les mêmes profils tout à fait dans le paradressage que dans les autres disciplines. Après, en termes de classe sociale, est-ce que ce sont les mêmes personnes? Là, c'est encore un peu trop tôt pour moi pour te répondre, tout simplement parce que j'ai échangé avec elles, mais j'ai pas encore vraiment vu les profils par rapport à d'où elles venaient. Souvent, c'est quand même des personnes qui ont fait des formations pour devenir groom, qui... mais quels sont leurs profils sociaux exactement? Là, il faudrait que je me repenche sur mes entretiens et que je regarde ce qu'elles m'ont dit pour pouvoir te répondre plus concrètement. Ah, pardon, je bavarde en plus de ça, je suis désolée. Est-ce que je peux intervenir? Oui, oui, allez-y. Bon, moi, je trouve ça absolument passionnant aussi. Euh,
C'est très, très fertile pour une deuxième année. Bravo. Et justement, par rapport à ce stade où vous en êtes et aux perspectives de fin de thèse, de déboucher de la thèse et des années qui suivent, comment vous entrevoyez votre rôle de coach scientifique? Première question. Et deuxièmement, bon, je sais que c'est une activité, un métier, une formation qui se développe à travers le monde et dans une grande diversité de sports. Est-ce que vous êtes en relation avec d'autres? Est-ce que vous vivez comme coach scientifique déjà et est-ce que vous êtes en relation avec d'autres coachs scientifiques? Eh ben, c'est une excellente question, merci. Alors, moi, il faut savoir que je connaissais absolument pas le milieu de la compétition avant de commencer. Moi, je viens du tourisme à l'origine. J'ai fait un master en management du tourisme. Et donc là, je découvre la sociologie du travail animal et la sociologie du sport et la compétition de haut niveau. Donc, je m'étais pas nécessairement projetée à l'origine comme continuant dans le milieu sportif. Moi, je m'étais imaginée plutôt académicienne. C'est un projet qui a changé en découvrant notamment le paradressage. Et donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce que j'envisage par la suite? J'envisage plutôt de continuer dans le handisport. Aujourd'hui, je travaille que sur la question du paradressage comme seul handisport. Euh, mais j'aimerais énormément continuer à travailler sur cette question parce que je trouve qu'il y a des choses à développer dedans qui sont absolument formidables. Enfin, on est quand même sur le seul sport qui peut... Non, c'est pas vrai. Il y a la para-agility avec les chiens aussi, mais c'est le seul sport qui est développé à ce point, qui est pour des personnes en situation de handicap et avec un cheval. Et tout ce qu'on sait sur l'équithérapie, eh bien, on ne le sait pas du tout pour le paradressage, parce que sur le paradressage, en fait, il existe très, très, très peu de choses, scientifiquement parlant. Et donc, ça m'intéresse énormément d'aller creuser, de chercher, et je me vois plutôt comme soit permettre de contribuer au développement de cette discipline ou de l'accompagner scientifiquement parlant, en termes, enfin, dans mon parlant d'accompagnement scientifique à la performance, continuer sur cette discipline. Après, aujourd'hui, mon projet pour la suite, il est encore un peu flou parce que c'est quelque chose qui est venu assez récemment. Mais j'en parlais avec Jean-François Robin de l'INSEP qui me disait il y a aussi possibilité de s'adresser aux fédérations françaises handisport, Fédération française de sport adapté, ministère des Sports parce que eux aussi, ils ont une dimension handisport. De voir avec le comité international paralympique, le comité français sportif paralympique. Voilà, il y a de nombreuses en fait organisations qui aujourd'hui peuvent potentiellement être des employeurs pour cet accompagnement scientifique à la performance. Avec comme objectif, pour moi en tout cas, d'aller proposer mes compétences, parce que trouver un poste qui correspond à mes compétences, ça sera peut-être pas le plus facile. Par contre, moi, je peux aller les solliciter et leur dire, écoutez, voilà ce que je propose, est-ce que ça vous intéresse? Et ça peut être un travail, parce que là, je suis sur le paradressage, mais le handisport, d'une façon générale, m'intéresse. Donc, voilà. Mais là, j'en suis encore au stade de réflexion. Et est-ce que j'ai pu échanger avec d'autres coachs scientifiques? Alors, Agnès Olivier, qui travaille à l'IFCE, qui, elle, est plutôt sur le volet biomécanique. Donc, j'ai pu échanger et sur l'accompagnement scientifique à la performance. Donc, c'est assez intéressant d'échanger avec elle, avec Caroline Munsters, qui est aussi sur l'accompagnement scientifique à la performance, mais côté nutrition. Est-ce qu'elles sont coach? Ah, je pense pas qu'elles se considèrent comme coach, mais elles sont vraiment là pour accompagner les athlètes. Mais elles sont sur des volets plutôt sciences naturelles. C'est-à-dire qu'elles s'intéressent à voilà, biomécanique du cheval, biomécanique du cavalier, nutrition du cheval. Sur le volet sciences sociales, il y a guère que Vanina et Sophie, éventuellement Sophie Barrault, avec qui je peux vraiment échanger sur des questions, mais elles sont pas non plus dans l'accompagnement à la performance. Donc, et j'avoue que moi, quand je suis sur le terrain, je me sens un peu seule. Parce que des coachs, il y en a tout plein. Il y a des coachs mentaux, il y a des coachs physiques, il y a des préparateurs, il y a des gars de différentes organisations qui sont là pour plein de choses. Mais moi, souvent, on me targue d'espionne. Je suis même plus journaliste, maintenant je suis espionne. Et expliquer que je fais de la recherche, c'est ça fait 1 an et demi que je leur explique, ça fait 1 an et demi qu'ils me demandent, bah alors, t'as fini quand? Bon, ils ont pas. Hmm. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir. Pas en tout cas sur le volet social.
Moi, je viens pas avec des capteurs et donc du coup, ils comprennent pas ce que je fais là. Moi, je viens avec mes petits carnets. Donc c'est de ce point de vue-là, non, je suis un petit peu seule. Mais ça va venir, hein. Jo, vous Euh, m'entendez? Par rapport à tout ce que tu disais sur la couverture médiatique, la performance médiatique et la mise en scène de l'affection devant les journalistes, est-ce que tu pourrais développer un petit peu ça? Et j'imagine qu'il y a du training médiatique, ce genre de choses. Euh, Pardon, je vais mettre ma caméra. Qui est-ce qui donne ces formations, en tout cas ces consignes? Est-ce que ça vient de la fédération ou est-ce que c'est les cavaliers eux-mêmes qui, je sais pas, ont envie de suivre des formations médiatiques? Et est-ce que du coup il y a une unité du discours et de la mise en scène, notamment si c'est des formations données par la fédération? Est-ce que tous les cavaliers de CSO complet dressage ont le même discours, gestes, etc., enfin, le même scénario? Euh, alors, excellente question. Merci. C'est c'est une question que je me suis posée, moi, quand j'ai commencé, parce que je me suis rendu compte très vite que les réponses que j'avais, souvent, bah, je les retrouvais dans les médias derrière. Typiquement, je me rappelle avoir parlé avec quelqu'un d'un cavalier et je raconte en fait ce que le cavalier me disait. Il me disait, ouais, moi j'ai commencé le cheval par amour pour le cheval, mais après, mon grand-père, il m'a acheté 2 chevaux et du coup, je me suis sentie obligée de monter à cheval, mais je n'aimais pas ça. Donc, je dis juste ça. Je dis même pas qui c'est, mais la personne à qui je parle, elle me dit, ah, mais c'est pas un tel. Mais si, ça doit être un tel parce que j'ai lu ça dans Grand Prix. Et là, je me suis dit, mais enfin, c'est mince. Et là, je repense à l'anonymisation et je me dis, mais c'est impossible de les anonymiser. Ils sont dans les médias et ce qu'ils me disent, c'est ce qui est déjà sur Grand Prix. Donc, je suis allée voir. Et en effet, c'était bien dans Grand Prix. Et donc, je me suis posé la question de, ben, OK, d'où ça vient ce discours médiatique? Et moi, je me la suis posée pour me dire comment est-ce que j'y fais face, mais aussi pour comprendre, en fait, quel est ce discours médiatique. Et donc, il se trouve qu'à la Fédé, les cavaliers n'ont pas l'obligation de faire du média training. Donc, la Fédé, en effet, propose du média training. Le média training a pour objectif de permettre aux cavaliers de répondre aux journalistes, de ne pas, comme disait la cavalière de paradressage que je cite dans ma présentation, de pas que leur discours ne puisse pas être réinterprété de la mauvaise façon. Donc, la Fédé va leur donner des outils pour relancer le journaliste quand ils n'ont pas compris la question, pour être certain d'avoir compris le journaliste, pour ne pas se laisser aller vers des choses dont ils veulent ne pas parler. Typiquement, la question du risque, par exemple, dans le complet, c'est un sujet qu'ils ne veulent pas aborder. Donc, quand la question leur est posée, quelles sont les stratégies qu'ils peuvent mettre en place pour répondre ce qu'ils veulent répondre sans répondre ce qu'ils auraient souhaité répondre? C'est ce qui m'est arrivé hier, parce que moi, c'est une question que je pose aussi, mais typiquement, la personne avec qui je parlais, je lui dis, ma question, elle est toute simple, hein. Je dis, mais comment, du coup, vous gérez la notion du risque dans le complet? Et là, il a été d'une franchise avec moi à laquelle je ne m'attendais pas, et il me l'a dit. Il m'a dit, ce que je te dis là, je te l'ai jamais dit. Et il me répète 3, 4 fois à ce moment-là de me dire, je te le dis parce que tu m'as posé la question. Je dis, mais moi, je l'ai posé à 10 autres personnes qui m'ont jamais répondu comme ça. Et je dis, il y avait vraiment quelque chose comme t'es pas journaliste, je vais te dire ce que j'en pense, mais à la fin, il pleurait presque, en fait, pour vous dire à quel point c'était intense et c'était pas la réponse médiatique. Parce que la réponse médiatique, je l'ai entendue avant, pendant un média training, parce que du coup, j'en ai fait avec eux pour comprendre. Et la réponse médiatique, c'est de dire on essaie de minimiser le risque. Parce que là, il me disait, c'est très dur. Quand on a des cavaliers sur le parcours, il y a une chute, le cavalier meurt, c'est très dur. Mais ça, ils disent pas aux médias. Ce qu'ils disent, c'est ben, la Fédé, la FEI, on a mis en place le système avec les MIMS, on assure la sécurité, on est vraiment sur la sécurité. Ça, c'est la réponse journalistique. Donc, il y a une réponse qui vient d'un entraînement, euh, qui est la vérité aussi, mais qui est une réponse politique, j'ai presque envie de dire. Et on a une réponse, enfin, on a une réponse qui reflète aussi l'ensemble du monde de l'équitation. Et ça, j'en parlais avec la responsable communication de la FFE, qui me disait, ben, quand les cavaliers répondent aux médias, ils représentent l'ensemble de la filière équestre.
parce que ce ne sont pas les petits clubs de province qui vont apparaître dans les médias. Ce sont principalement ces cavaliers-là qui sont mis devant la scène, en fait. Et donc, leurs réponses vont conditionner un petit peu ce que vont penser les gens du milieu de l'équitation, d'une façon globale. Donc, il y a des attentes par rapport à ça. La FFE ne va pas leur dicter leur discours, parce que c'est pas l'idée, mais elle va les orienter vers des réponses politiquement correctes qui vont pas mettre en péril le reste de la filière. Ce qui est intéressant, enfin, l'une de mes premières fois sur le terrain, je me rappelle m'être assise avec un journaliste pendant une interview parce que je voulais entendre un petit peu ce qui se disait. Et là, le cavalier qui répond au journaliste, il lui dit de toute façon, la Fédé, elle nous a pas donné l'instruction, donc je vais dire ce que je veux. Et j'ai dit, ce qui montre que, bon, il y a quand même cette ambivalence entre qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je ne dis pas, et qu'est-ce qu'on m'a ordonné de ne pas dire. Et typiquement, quand dans les médias, il y a des choses qui ne plaisent pas à la Fédé, la réaction de la Fédé envers le cavalier, elle est assez immédiate. Ça peut être, on va plus chez lui, on le prend plus, il fait plus partie de la liste, il y a des sanctions. Donc c'est quand même, il y a enfin, je parlais de cette articulation de la performance, la pression médiatique, l'enjeu médiatique joue aussi sur les possibilités de performance sportive et sur ce qui va se passer. Au Saut Hermès, par exemple, la carrière de détente, elle était à l'extérieur. Alors, il y avait des barrières qui empêchaient les gens d'aller jusqu'à la carrière, mais c'était des barrières pas transparentes, hein. Enfin, transparentes, je veux dire, les gens pouvaient tout à fait voir à travers. Et donc, on avait plein de promeneurs qui s'agglutinaient devant ces barrières et qui regardaient les chevaux sur la carrière de détente. Et moi, je vais voir une steward de la FEI et je lui dis, mais vous n'avez pas peur? Parce que moi, j'ai vu quelques petits trucs quand même. Je me dis, bon, le cheval avec en roll cure comme ça, tu te dis, ah, enfin, il y avait quelques petites choses comme ça qui me choquaient, ou la langue qui pendouillait comme ça. J'ai dit, bon, s'il y a des gens qui observent, qui prennent une photo, très vite, on sait comment ça va aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Et elle me dit, bah, si on cache, c'est qu'on a quelque chose à cacher. Donc, on ne peut plus cacher aujourd'hui. Mais d'un autre côté, c'est une pression énorme sur les cavaliers parce que on ne sait pas de l'autre côté de la barrière s'il y a des curieux, s'il y a des fans, s'il y a des personnes malveillantes. Et donc, ça veut dire que dans tous les cas, en fait, que ce soit caché ou pas caché, elle me dit que ça ne changerait pas nécessairement le comportement des cavaliers avec leurs chevaux. Mais là, le fait que ça ne le soit pas, ça, il y a un stress supplémentaire parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Et donc, voilà, enfin, c'est cette pression médiatique, elle vient en fait de plein de choses différentes et elle est constante. Là, je suis à la Baule, je me dis, bon, au Saut Hermès, il y a deux écologistes qui ont interrompu le parcours d'une. Non, ils n'ont pas interrompu le parcours, ils sont arrivés au moment où la cavalière entrait sur la piste. Donc, heureusement, ils n'ont pas interrompu un parcours, mais ils sont venus quand même à deux se mettre sur la piste. Alors, pas pour des raisons animalitaires, mais pour des raisons écologistes. C'était la première fois dans le milieu équestre. Là, à la Baule, bon, on n'est pas à l'abri que ça arrive aussi. Et surtout que l'entrée est gratuite, donc théoriquement, là, c'est encore plus facile de se rendre sur place. Voilà, donc j'espère que je réponds à ta question. En plus, je commence. Et là, si je peux, est-ce que je peux me permettre de juste compléter justement ce que tu viens de dire par une petite question? Tu viens de parler des stewards. Est-ce que tu les inclus dans ta collectif de travail? Comment est-ce que tu les inclus? Parce que du coup, ils dépendent soit de la Fédé, soit enfin, de la FFE, soit de la FEI en fonction du niveau de compétition. Est-ce que comment est-ce que tu les intègres? Oui, pourquoi? Et quelles sont les relations entre les stewards et tes différents agents de collectif, donc les cavaliers, les poules. Comment ça se passe, tes observations? Est-ce que tu les vois en entretien? Voilà. Alors, les stewards en compétition, pour moi, ne font pas partie du collectif de travail. C'est-à-dire que moi, je m'intéresse vraiment en fait au collectif resserré pour des raisons très pratiques. C'est-à-dire que quand j'ai un cavalier avec un collectif de 20 personnes, je peux très difficilement aller interviewer ces 20 personnes, en tout cas pas dans le temps qui m'est donné. Donc, c'est vraiment pour des raisons de logistique et pratique. J'ai choisi de m'intéresser surtout au collectif resserré, c'est-à-dire le collectif quotidien, celui qui est en relation avec les chevaux presque tous les jours. Dans le staff fédéral, je les inclus parce que dans le projet de performance, ils ont un rôle qui est... en fait, c'est eux qui permettent la performance. Qui est-ce qui va partir au JO? C'est les sélectionneurs qui vont décider. Les entraîneurs, c'est le staff fédéral qui décide.
Ça va dépendre bien évidemment des cavaliers, mais ça reste au final une décision fédérale. Et donc les stewards, finalement, leur rôle, il n'est pas dans la construction de la performance, il est plutôt dans le jour même que la performance se passe bien. Donc j'ai échangé avec beaucoup de stewards, plutôt lors d'observations, donc j'ai pas mal de conversations informelles avec eux pour comprendre leur rôle. Et c'est aussi ça qui m'a permis de déterminer que finalement, c'était pas les personnes les plus pertinentes dans mon contexte de thèse. Après, j'ai échangé et j'aurais voulu échanger avec plus de juges de dressage parce que dans la performance et dans la construction de la performance, ils ont mine de rien un rôle qui est assez important puisque souvent, ils vont être invités au moment des entraînements, des stages fédéraux pour venir juger, mais aussi poser un regard, expliquer qu'est-ce qu'on attend dans le dressage aujourd'hui, qu'est-ce qui va donner des points, etc. Et il y a un côté stratégique, je parlais de la performance médiatique, hein, mais il y a un côté stratégique à montrer les cavaliers aux juges de dressage pour qu'ils se familiarisent avec eux, qu'il y ait un côté un peu copinage qui se fasse et donc faciliter derrière la performance. Et donc, ils n'ont pas un rôle direct dans la construction de la performance, mais moi, j'avais besoin de comprendre en fait cette question parce que le dressage revient en fait quand je demande aux cavaliers qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui vous plaît pas dans la discipline. Souvent, le dressage, c'est les juges, le fait que ce soit une discipline jugée, c'est très dur, etc. Donc, il me fallait ce regard des juges. Mais tout comme pour les médias, je suis allée voir, j'ai fait un média training avec Philippe. Non, attendez. Euh, Avec un ancien présentateur, il a fait 23 ans sur Canal+, sur le foot. Philippe Bruet? Bruet. Son nom m'échappe. Mais bon, c'est un ancien présentateur de foot, très connu apparemment. Et donc voilà, j'ai fait un média training avec lui et j'ai fait fait un entretien avec la responsable à la Fédé de la com pour comprendre en fait cet enjeu des médias. Parce que à un moment, je me dis, mais il faut que je comprenne les réponses que je reçois, et il faut que je comprenne l'attitude des cavaliers face à ces médias. Et où on voit bien, souvent les grooms n'ont pas d'ailleurs de média training et ça se ressent dans leurs réponses. Où, où les cavaliers vont avoir une certaine fluidité parce qu'ils ont l'habitude de fabriquer leurs réponses, pour reprendre l'expression d'un cavalier. Mais les grooms, elles sont plus sur la réserve. Parce que il y a ce côté, j'ai pas envie de mal répondre en fait. Et bon, après, une fois que ça, c'est mon rôle après dans l'entretien de réussir à leur faire comprendre que ça va pas sortir du contexte de la recherche et que c'est confidentiel, que voilà, ça va pas leur retomber dessus par la suite. Mais il y a cette méfiance en fait qui vient du fait que elles ne sont pas entraînées. Alors que, mine de rien, il y a de plus en plus de grooms qui apparaissent dans les médias parce qu'on commence à s'intéresser quand même à elles et à aller les voir, leur poser des questions. Typiquement, c'était après le saut Hermès, le groom de... Alors c'est un homme, pour le coup. Mais le groom de Roger Yves Bost était dans le Grand Prix. Ils ont fait toute une interview juste avec lui. Et je dis, ça c'est chouette, c'est intéressant et tout. Bon, lui, il a un certain âge aussi, donc il a peut-être plus d'expérience. Encore que quand j'ai demandé à Roger Yves Bost si je pouvais avoir son groom, il m'a dit, attention, c'est un vieux, hein, il faut pas le brusquer. Ok. Donc bon, mais c'est des échanges intéressants. Est-ce que je peux... Est-ce que... Attends, Ah. vas-y, vas-y. Ah non, c'était pour demander s'il y avait encore des questions. Euh, alors moi, j'ai une remarque et une petite question, mais vraiment, c'est pour satisfaire une curiosité personnelle. Alors, la remarque, c'est par rapport à la thèse. Euh, moi, je suis très, très frappée en vous écoutant par la singulière difficulté de l'accès à l'information sur votre terrain. Et je pense que c'est très important de bien mettre ça en évidence dans la dimension méthodologique. Mm. Parce que tout est verrouillé de tous les côtés. Il y a des pièges partout. Et encore jusqu'à présent, vous n'avez pas abordé frontalement la question des situations de blocage, hein, de conflit dans les collectifs. Pour l'instant, tout roule, quoi. Et donc ça, c'est une suggestion de bien, bien mettre en évidence
la singularité de la difficulté de l'accès à l'information. Mm. Et en fait, c'est en prise directe avec la caractérisation du fonctionnement de ce milieu, du fonctionnement global de ce milieu. Et alors, bon, évidemment, j'aimerais bien que vous réagissiez, mais vous n'êtes pas obligé. Et, euh, et alors là, satisfaire une petite curiosité personnelle, moi j'étais au Sceau Hermès aussi, du côté des livres. Et donc j'étais là quand les écologistes, alors je ne savais pas du tout que c'était une action écolo, et j'aimerais bien savoir un peu plus, mais j'étais pas, j'ai pas vu ce qui s'est passé, j'ai entendu une rumeur énorme, hein, une réaction très forte de la part du public. Et comme vous dites que c'est la première fois que des écolos se manifestent sur la question du rapport au cheval, quel était leur discours? Euh, alors, je vais réagir sur ce que vous avez dit en premier et répondre après à votre question. Euh, En effet, c'est... Alors, j'en parle pas, mais vous avez tout à fait raison. L'accès au terrain, en l'occurrence, moi, j'ai eu la chance, il a été facilité par le fait que je fasse partie de la Fédération française d'équitation. Il a été facilité quand je suis arrivée au début, c'est-à-dire allez, début d'année 2023. Plus on se rapproche des JO, plus c'est difficile. Et selon les disciplines, c'est encore plus difficile. Dans le paradressage, j'ai cette chance que ça a été très facile. Là, pour le coup, ça a été l'accueil Enfin, parce que la pression et les enjeux sont différents, il n'y a pas d'attente de médaille énorme sur le paradressage en France, en tout cas aujourd'hui, parce que l'équipe n'a pas le niveau de ses adversaires, mais a l'ambition en tout cas de progresser. Donc, il n'y a Hmm. pas la même pression par rapport à la performance sportive. Et après, parce que c'est une discipline aujourd'hui où même médiatiquement et financièrement parlant, on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux que les autres disciplines. Donc, l'accès au terrain de ce côté-là a été extrêmement facilité. Dans le complet, au début, ça s'est passé relativement bien, même si j'ai pas été bien accueillie parce qu'il y avait cette espèce de côté espionne, hein. Bon, assez rapidement, ce qu'ils m'ont expliqué après, c'est que comme j'étais assez discrète, finalement, ils se sont sentis rassurés et ça s'est très bien passé. Et, euh, et aujourd'hui, il y a... Alors aujourd'hui, parce que j'en parlais pas, mais en effet, il y a des tensions de plus en plus importantes au sein des collectifs qui font que l'accès au terrain devient plus précaire. Typiquement, avec les sélections qui se rapprochent, eh bien, il y a de plus en plus, on entend parler des cavaliers qui sont appréciés ou pas par les entraîneurs et les sectionneurs de la Fédé. Il y a des cavaliers, enfin, et les discours, c'est ça, hein, ils disent un tel, j'ai pas envie de le prendre, mais s'il arrive à me prouver qu'il peut le faire, je vais le prendre, même si j'ai pas envie et que je l'aime pas. Moi, mon équipe idéale, bah, ce serait ces quatre cavaliers-là, mais enfin, si un tel a des meilleurs résultats, je vais être obligée de le prendre, mais ça me ferait chier. Donc, on a vraiment ces tensions qui existent entre notamment collectif fédéral et les collectifs des cavaliers qui sont qui s'exacerbent avec cette approche des JO. Et moi, là-dedans, plus on se rapproche des JO et plus c'est difficile. J'ai la chance aujourd'hui j'espère, je croise les doigts, hein, mais Roger Ibos est venu me voir ce matin, il m'a dit, oui, je sais, on doit se parler, on fait ça cet après-midi, entre la reconnaissance du derby et le, ma visite chez le médecin. Donc bon, j'espère que ça va le faire, hein. De toute façon, qui n'essaye rien n'a rien. Donc voilà, c'est assez complexe parce qu'ils ont des agendas qui sont énormes, parce que plus on s'approche des Jeux Olympiques, plus ils sont sollicités par les médias, moins ils veulent les voir. Et donc ma place, elle devient de plus en plus complexe. Euh, et surtout, comme je suis même pas les médias, je vais même rien leur apporter, hein. Alors là, mais bon, heureusement, comme j'ai le soutien de la Fédé, ils le font quand même, et puis ils le font la plupart du temps quand même de bonne volonté. Et pour répondre à votre question sur les écologistes, alors, je l'ai lu quand c'est arrivé, donc ça fait quelques mois maintenant, mais de mémoire, c'était pas tant le rapport humain-animal, c'était vraiment plutôt enfin, le monde équestre d'une façon générale et leur rapport avec euh, le, l'environnement.
enfin, les transports avec les camions, avec les avions, l'utilisation de l'eau dans les carrières, des choses comme ça. C'est ça. Et il faisait, alors je sais plus de quel mouvement il faisait partie, mais c'est un mouvement qui était en lien avec ce qui s'est passé à Epsom en 1913, je crois. C'était une jeune femme, mais elle, c'était plutôt les mouvements des suffragettes à ce moment-là qui s'est jetée sur une course qui a attrapé la bride d'un cheval au galop et qui s'est fait traîner sur plusieurs mètres et qui est décédée de ses blessures. Et donc ils sont descendants de ce mouvement-là, de cette suffragette, je crois. Euh, c'est peut-être même pas le bon terme suffragette parce que c'était à Epsom, donc c'était en Angleterre. Mais voilà, ils avaient des contestations écologistes, Mhm. pas en lien avec l'utilisation du cheval, mais plus avec voilà, les répercussions sur le changement climatique de l'industrie du cheval. Dans, Mais dans je le, vous pardon. Dans, dans le système de pression qui, qui fonctionne sur le milieu que vous observez, ça en fait une de plus, quoi. C'est vraiment un système de pression aussi, hein. Ah oui, complètement. Et alors parce que je pose pas tellement la question parce que j'avoue qu'avec toutes les choses à penser, l'écologie enfin c'est pas ce que je venais chercher et d'ailleurs dans le discours des personnes c'est jamais mentionné. Enfin, j'ai pas de cavalier quand je leur demande c'est quoi les difficultés qui sont aujourd'hui liées à votre discipline, votre sport, etc. Les pressions animalistes sont beaucoup plus souvent abordées que les pressions écologistes, qui d'ailleurs on en entend très peu parler. Là, à l'IFCE, il y avait les Journées sciences et innovations de l'équitation il y a quelques jours. Il y a eu une notable ronde sur justement l'impact environnemental des disciplines équestres, qui était, enfin des sports équestres, pardon, enfin du milieu du cheval, ce qui est extrêmement intéressant, mais qui a occupé une toute petite partie du discours. Le reste était tourné, il y avait énormément de communication sur la question du bien-être. Alors, Abordé si je peux différemment. Si je peux me permettre de compléter, moi, sur mon terrain, c'est quand même une question qui existe pour de vrai. Alors, pas dans le sens de mobilisation écologiste, dans le sens où, quand je leur dis c'est quoi vos difficultés, c'est quoi voilà, les choses que vous rencontrez, on n'a pas le côté on se fait embêter par les écolos. Par contre, on a le côté on se fait embêter par le changement climatique et ses conséquences. Donc, on ne peut plus Ah arroser les oui, carrières comme on veut, le foin est ultra cher, il n'est pas de bonne qualité, c'est des choses comme ça. Et ça, par contre, qui les impacte au quotidien d'une manière très très forte parce que là on touche à l'alimentation des chevaux, à la mise en pâture, à voilà, c'est des trucs ultra concrets quoi. Donc ouais. c'est vrai Et que au niveau de l'organisation, c'est pas forcément le cas. Par contre, au niveau vraiment des facteurs environnementaux qui impactent leur quotidien, moi je trouve au contraire que c'est leur préoccupation principale. C'est qu'est-ce que les chevaux vont manger quoi. ouais. Mais c'est intéressant parce que du coup, enfin, là, les personnes avec qui j'ai échangé, ça fait pas partie de leur... Enfin, ils sont beaucoup plus préoccupés par ces images. Et je pense qu'il y a un effet médiatique extrêmement important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médias les bassinent, entre guillemets, avec ces questions sur le bien-être animal. Et c'est un peu la seule chose à laquelle ils pensent. Donc, finalement, moi, quand ils me parlent de leurs difficultés, c'est le changement climatique, enfin, les questions environnementales, en fait, ça ne vient pas du tout sur le terrain. Ils sont beaucoup plus sur déjà économiquement s'en sortir, le bien-être animal parce que et on le sent dans le discours, ça les agace presque aujourd'hui que ce soit d'ailleurs la seule chose dont on leur parle. Mais du coup, c'est presque un agacement médiatique et pas tant de la question en elle-même du mode, enfin du bien-être animal. Et bien évidemment, enfin dans les difficultés, on va être sur les difficultés des difficultés qui sont très liées au sport et pas tant en fait à l'écologie de leur mode de fonctionnement. Mais c'est intéressant du coup d'avoir cette différence et bah, je vais le garder en tête et du coup je vais m'intéresser à qu'est-ce qui pourrait expliquer que enfin que ce soit pas en fait une préoccupation alors qu'elle existe. Et je pense que ils ne m'en parlaient pas parce que ça leur venait peut-être pas à l'esprit Mais quand je leur posais la question, mais ça doit exister aussi pour eux en fait. il y a une interférence directe avec, dans ces épreuves de très très haut niveau, avec le changement climatique et les chaleurs extrêmes. Mm. Il faut considérer les conditions de l'environnement au sens large, quoi, et qui recoupent évidemment le bien-être animal.
Et ben oui, tout est lié parce que forcément, quand on fait sauter les chevaux qui fait 45 degrés, c'est pas possible. Pour le bien-être animal, c'est juste, c'est, c'est aberrant, quoi. Et de la même C'est ça. manière, si on veut que les chevaux puissent avoir accès à du fourrage 24 heures sur 24, comme il serait normal de le faire si on veut respecter le bien-être animal physiologiquement par là, il faut avoir du fourrage. Il faut avoir, c'est pareil, si on veut qu'ils puissent marcher, être avec des copains, etc., comme on voudrait le bien-être animal, il faut avoir de la place, tout simplement. Donc là, enfin, c'est des questions qui sont intimement liées, évidemment. C'est vrai. Mais je vais y penser plus parce que c'est comme en fait, c'est pas du tout un sujet qui ressortait dans mes entretiens, mais bon, parce que j'allais pas sur ces questions-là non plus. Mais je pense que c'est intéressant du coup quand même de le garder en tête. Donc quand je vais, parce que là du coup, je suis au tout début de mes analyses. Et j'ai pas encore retranscrit, comme je suis encore en train de faire mes entretiens du terrain, j'ai pas encore fini les retranscriptions. Mais je vais le garder en tête à ce moment-là pour voir qu'est-ce qui ressort dans les discours. Et du coup, peut-être d'interroger pourquoi est-ce que ça ressort pas Ouais. à force? Parce que c'est intéressant aussi de se dire, enfin, d'aller chercher Et cette pourquoi on réalité, n'apparaît pas? pourquoi elle n'apparaît pas. Mhm. Vous aviez une Est-ce que je question. peux poser une question? Mhm. Euh, j'ai j'ai tiqué un peu sur le, pardon de changer de sujet, sur la difficulté d'accès euh, entre les différents milieux. En fait, si on est plus dans la compétition CSO, l'information et la vérité sont difficilement accessibles, tandis que en paralympique, en dressage, c'est plus accessible, etc. Je me demande s'il n'y a pas un parallèle à faire avec la thèse de Maxime Julien sur le monde hippique. Et en fait, lui, il avait remarqué que dans les courses, il avait des écuries extrêmement fermées, des grandes difficultés d'accès pour tout ce qui était course de galop, qui brasse l'argent d'investisseurs étrangers par millions d'euros. Tandis que les écuries de trotteurs, qui étaient souvent plus familiales, souvent conservées par des vieilles familles normandes, par exemple, parce que lui, son terrain favori, c'était la Normandie. En fait, ces écuries-là étaient beaucoup plus accessibles et l'information, et notamment l'information sans éléments de langage médiatique, était beaucoup plus ouverte. Est-ce que le fait que les compétitions de CSO notamment brassent beaucoup d'argent, ben, on parlait du prix Hermès, ou enfin voilà, il y a euh, voilà, beaucoup d'enjeux. Les enjeux médiatiques sont pas liés à l'argent qu'on brasse. Et est-ce que le fait que le dressage, le paradressage soit moins médiatique en règle générale et du coup que ça brasse moins d'argent d'une manière plus particulière, est-ce que ça joue pas aussi dans l'accès à l'information de la même manière qu'il y a une différence entre course de trot et course de galop? Alors, c'est une très bonne question. Euh, Dans le paradressage, en effet, en fait, il y a plusieurs choses qui jouent. Je pense que tout à fait, hein, la médiatisation et les questions d'argent, ce sont des choses qui sont enfin, que je ne peux pas ne pas prendre en compte dans ces terrains-là parce que c'est tellement important que ça va colorer l'accessibilité, mais ça va la colorer dans le sens où bah, ils ont moins de temps pour moi du coup. Euh, et la question financière, ils sont tout le temps en concours. En fait, là où c'était compliqué pour moi, c'était d'aller les voir parce que ils sont 48 semaines sur 48 week-ends sur 52 en concours. Donc pour aller les attraper chez eux et à des moments où ils sont pas en concours, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Alors que le paradressage, ils ont 4 compétitions dans l'année. Ah, j'exagère, allez, peut-être 5 ou 6. Mais du coup, ils sont beaucoup plus disponibles. Et en effet, ils sont beaucoup moins sollicités par les médias. Donc, c'est plus facile pour eux enfin, de m'avoir chez eux, de m'accueillir, etc. Il faut savoir aussi que comme ils sont moins sollicités médiatiquement, euh, ça leur fait plaisir de parler. Alors que les cavaliers dans le CSO, même dans le complet, ils parlent tout le temps aux médias. Et moi, quand ils me parlent, ils me disent, hein, ah bah j'aime pas ça, mais bon, il faut le faire pour le boulot, ça fait partie du job. Et donc moi, là, je me retrouve à faire partie du job, ce qui n'est pas toujours très flatteur. Avec les cavaliers de para, il y a au moins cette chance-là, c'est qu'ils me disent, ah non, mais c'est trop bien d'en parler. Enfin, ils sont médiatisés aussi, mais tellement moins finalement qu'ils ont encore ce plaisir de parler.
Mm. Euh, et après, ce qui a été intéressant, c'est que finalement, dans le CSO, en fait, ils sont plus secrets. Ils forment une équipe qui est beaucoup. En fait, ce qui se passe, c'est que ce sont des cavaliers qui sont entrepreneurs dans le CSO qui n'ont pas besoin de l'appui de la fédération pour s'en sortir financièrement parlant. Ils ont leur propre système, leur propre écosystème, et la Fédé a besoin de ces cavaliers pour former des équipes, que ce soit à la Coupe des Nations, à la Baule, ou que ce soit pour les JO, que ce soit pour les championnats d'Europe, etc. Donc il faut qu'ils, presque eux, intéressent les cavaliers, et donc qu'ils forment un écosystème qui soit solide pour que les cavaliers restent dans cet écosystème. Et donc, ça fait un écosystème très fermé. Et ce qui m'a rassuré quelque part, c'est que moi, j'arrive pas à y entrer, mais enfin, la Fédé a mis en place des DTN spécial, enfin, vraiment pour l'accompagnement à la performance, qui sont deux gars qui étaient avant sur d'autres disciplines, parce que là, ils font vraiment que le projet performance pour les Jeux Olympiques, mais ils sont à la Fédé depuis des années, ils ont de l'expérience dans le milieu du cheval, ils ont une crédibilité, ce sont des hommes d'un certain âge. Donc en fait, tout ça, ils ont en plus que moi. Et pour autant, ils n'arrivent pas à entrer dans le milieu du CSO. Donc je me dis, si ces gars-là n'arrivent pas à rencontrer les gars du CSO, ça me surprend pas que j'y arrive pas non plus et ça me rassure. Je me dis, ok, on parlait de difficulté de l'accès, c'est pas que moi en fait. Parce que c'est vrai que bon, ben, comme je suis un peu toute seule, parfois je me dis, enfin, qu'est-ce que je fais qui est pas bien quoi. Mais je fais non, en fait, c'est juste que c'est un milieu qui est très fermé. Par contre, quand j'ai appelé les gars du CSO pour aller les voir, ça a été très facile. J'ai pu y aller sans aucun problème. Qui ils sont, vous aussi? Typiquement, moi, il y a des cavaliers, on m'a dit, c'est pas la peine que tu ailles le voir, il va t'envoyer chier. Bon, ben voilà, quand j'y vais pas, j'essaye d'aller vers ceux que je peux avoir et pas les autres. Dans le complet, alors que je les connaissais bien, que j'avais passé beaucoup de temps avec eux, au moment où j'ai voulu y aller, eh ben, j'ai rencontré énormément de freins, beaucoup plus que dans le CSO, paradoxalement. À tel point d'ailleurs que j'en ai un il a passé un an à me dire viens me voir, viens me voir, viens me voir. Et quand j'ai enfin pu y aller, il m'a dit non, mais en fait, je veux que plus personne vienne nous voir. Parce que trop de médias, parce que euh, on s'est fait avoir par les médias, ils ont dit des choses, ils ont transformé le discours, etc. Enfin, eux, c'était vraiment pour une question de pression médiatique où ils ont dit on veut plus personne. Et donc, bah, moi, je me retrouve un peu dans l'embarras parce que j'ai interrogé tout le monde sauf le cavalier. Donc, j'ai tout son collectif sauf lui. Ah, et donc là, je me dis, bon, ben, on verra bien comment on fait. Donc, je pense que les questions médiatiques et économiques jouent un rôle dans l'accessibilité, mais il y a aussi la dimension de compétition, enfin la fréquence de compétition qui joue, les personnes, hein, parce que bien évidemment, certaines personnes sont beaucoup plus accueillantes que d'autres, et l'enjeu des jeux qui arrivent très vite en fait. Et plus je me rapproche, plus c'est difficile. Donc c'est un ensemble en fait de facteurs qui fait que la difficulté est accrue. Et là, à la boule, j'ai la chance, enfin, je devrais réussir à avoir ce qu'il me faut, mais c'est presque miraculeux. Moi, j'y croyais pas en fait. Je me suis dit, je vais y aller, je vais encore y aller pour rien. Enfin, c'est jamais pour rien, mais j'en arrive à penser ça parce que quand je veux mes entretiens et si je les ai pas, je me dis, bon, enfin, je prends des notes de toute façon, je passe mon temps à regarder d'autres choses, donc ça va, en fait, je perds jamais rien. Mais j'ai un tel objectif aujourd'hui de réussir à avoir mes derniers entretiens que c'est voilà, c'est Oui. une difficulté. Si, pour rebondir là-dessus, alors si ça peut te rassurer, j'ai rencontré exactement les mêmes difficultés. Donc, tu disais que tu te sentais très seule, etc. face à ça. Je vais dire que c'est terrible, mais en tout cas, c'est logique de mon point de vue. Moi, j'ai rencontré exactement les mêmes difficultés. J'ai un terrain qui est assez varié, mais qui comprend une partie dans le milieu. Et moi, je suis assez intégrée dans le milieu. Il y a un cadre que je connais très très bien. Ma belle-mère est Stewart FEI. J'ai des entrées faciles dans le milieu, etc. Et ça a été super compliqué pour les raisons exactement celles que tu évoques. Il y a un point que tu n'as pas évoqué, sur lequel moi je m'étais penchée, c'était sur l'accessibilité des cavaliers, des cavalières, qui n'est pas la même, clairement. Et moi, j'avais des très grosses difficultés à aller rencontrer des cavaliers est beaucoup plus facile avec des cavalières, mais vraiment beaucoup plus évident. Ouais, Est-ce que c'est mon propre genre, ma propre perception aussi du genre de l'enquêter, évidemment ça joue, mais dans la disponibilité, dans l'écoute, dans l'attention portée à l'autre, on a vraiment, enfin moi j'avais vraiment ressenti un truc très différent.
Et le deuxième truc, donc ça, c'est pour vraiment les professionnels, quoi. Et le deuxième truc, moi, mon terrain, il porte sur les institutions et le champ politique. Le champ politique, ultra facile. Vraiment, ministère parlementaire et tout ça, alors que je m'étais dit, enfin, voilà, c'est quand même permis du fait de la proximité de la socialisation universitaire, je suppose, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Enfin, j'ai eu des très grande facilité à rencontrer les parlementaires et les personnes, les fonctionnaires du ministère, donc très étonnant. Par contre, l'institution de la filière, c'est un enfer, en fait. Vraiment, c'est ultra cloisonné. Toi, t'as pas cette difficulté-là, parce que tu es déjà à la FFA, donc tu as une immense chance. Moi, j'ai commencé mon terrain au moment des élections à la Fédé, qui ont été cataclysmiques, vraiment. Ah Et oui. en fait, ça a tout fermé, directement et définitivement. Donc, du coup, la Fédé, j'ai pas pu accéder du tout. J'ai pu rencontrer absolument personne. L'UFC, un petit peu plus facile. La SHF, on enchaîne très bien. Mais Ouais. il y a vraiment ce truc-là. Alors, je sais pas ce qui fait la spécificité du cheval. J'ai des pistes, mais il y a un truc comme ça, quand même, d'autoprotection, d'entre-soi. Voilà. Il y a ce truc-là qui est vraiment très, très fort. Donc, 200 personnes, je crois que c'est le pain et le beurre de toutes les personnes qui veulent faire des SHS sur le choix du sport et de loisirs. C'est vraiment pas évident comme terrain à accéder. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, c'est l'inverse. J'ai très peu de Ah ouais. cavalières, mais parce que dans le très haut niveau, Oui, dans il la y en a peu. Il y en a peu de fait. Elles existent un peu. Mais moi, justement, j'avais toute une liste, tu vois, j'avais pris des classements ranking de la FEU, vraiment pour avoir une liste, quoi. Et en fait, les femmes, je les ai quasiment toutes rencontrées. Et vraiment, et moi, j'avais pas le choix que de faire beaucoup d'hommes parce que bah, dans le panel que j'ai, en fait, qui est assez limité, hein, puisque c'est la liste à cheval pour Paris, bah, il n'y a pas beaucoup de femmes, voire même ouais. pour pas dire pas du tout. Enfin, si, dans le dressage, il y en a, mais pas dans le. Et dans le paradressage, mais je crois dans le complet, mais il y a. Héloïse Le Guer n'est plus dedans et. Donc, une femme, elle n'y est plus. Dedans. Donc, il y a plus de. Et alors là, pour le coup, moi, mon genre va peut-être plutôt jouer en ma faveur dans l'accessibilité à mes dépens. Mais bon, je prends ce que je peux, c'est-à-dire que je suis arrivée dans le milieu comme une jolie jeune femme. C'est pas moi qui, ça, c'est les mots qu'on a utilisés pour me qualifier. Et bah, une jolie jeune femme avec plein d'hommes, voilà, ça a eu quelques avantages à ce niveau-là. Non pas que j'aurais aimé que ça le soit, ça c'est, comme je dis, ça à mes dépens, mais ça, ça, ça a eu un effet d'accessibilité. Je crois que Mathilde avait une question, quoi, une main levée. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, Ah, super. Parce que je me suis battue avec l'électricité et la connexion Internet tout à l'heure. Donc, oui, est-ce que vous avez encore la force pour répondre à de nouvelles questions? Parce que je sais que ça fait un moment que vous parlez, ça fait 1 heure et demie. oui, non, non, mais ça va aller. Je me dis là, de toute façon, c'est actuellement, parce que je regarde enfin, je regarde pas les résultats, mais je regarde juste le déroulement de. Mais là, on est sur le Grand Prix, et de toute façon. euh, Roger Bost est dessus, donc il sera pas disponible avant un moment. Donc je l'ai vu ce matin, en fait, ce qui était pour moi le plus important. Parce que j'avais peur de le louper et de pas pouvoir m'assurer que je pourrais l'avoir tout à l'heure, mais c'est bon, je l'ai eu ce matin. Il m'a dit on se voit cet après-midi, donc Ouais, allez-y. merci. Simplement, les questions de Mathilde et comme ça après, Zinia, tu vas conclure là-dessus. Ça marche. Ok. Donc, j'avais deux questions. Donc, d'abord, j'ai été intéressée par la définition du travail animal de Animals Lab. J'ai juste pas compris la précision au-delà de la prescription. Donc, c'était pour demander là-dessus. Et l'autre point qui m'a vraiment intéressée, c'est quand vous disiez que le cheval est souvent décrit comme un objet biomécanique et qu'il y a parfois du vocabulaire mécanique qui est utilisé comme manufacturé. Et donc, je voulais vous demander dans quel contexte on utilise ce genre de mots et qu'est-ce que ça veut dire, en gros, manufacturer un cheval, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour répondre à la première question, quand on parle enfin, le travail, c'est au-delà de la prescription. En fait, la prescription, et c'est la même chose pour nous, c'est ce qu'on attend du travail. Dans le contexte du cheval, la prescription, ça va être par exemple, enfin, dans le cheval de haut niveau, c'est qui. Attendez.
Je vois pas. Pardon, en fait, j'ai pas. À la Baule, c'était difficile d'avoir un coin tranquille, donc je me suis mis dans ma voiture, c'était plus tranquille, mais comme j'ai des gens qui passent, voilà, pardon. La prescription, ça va être pour le cheval de très haut niveau de, par exemple, de sauter ces obstacles quand on lui demande de sauter un parcours. C'est-à-dire, le travail du cheval, c'est de sauter le parcours. Là où il va au-delà, c'est quand il sauve la mise du cavalier, par exemple. Si le cavalier, il arrive avec un abord un peu, pas un bon abord, le cheval, s'il suit littéralement la prescription, c'est-à-dire il saute quand on lui demande de sauter, s'il est pas, enfin, s'il suit la prescription, il sautera pas. Mais là où il va au-delà de la prescription, c'est quand il prend quand c'est une décision que lui il prend d'aller sauter quand même, de corriger en fait ce que le cavalier lui a demandé et de faire en sorte que ce soit possible. En fait, c'est peut-être plus facile de le comprendre dans le travail humain, mais par exemple, typiquement les grooms dont j'ai parlé tout à l'heure, les tâches prescrites, c'est panser le cheval, seller le cheval, faire le transport, pour caricaturer, hein. Ce qui n'est pas prescrit, ce qui va au-delà de la prescription, bah, c'est de masser le cavalier dans les allées des box, par exemple. Et tout ça, Et c'est ce que fait donc le cheval de la même façon, ce qui fait au-delà de la prescription. Par exemple, le cheval, on n'attend pas de lui qu'il paille son box. Ça, c'est le rôle du groom. Mais le groom attend du cheval qu'une fois qu'elle a mis la paille dans le box, le cheval étale la paille correctement. Mais ça, c'est au-delà de la prescription, c'est le travail réel. Il y a le cheval qui le fait, et ça, c'est très bien. Le groom dit, ah, bah lui, il a tout compris. Le cheval qui fait pas, lui, il a respecté la prescription, hein. Il a laissé la groom mettre la paille, et après, il s'en occupe pas, parce que c'est pas son rôle. Et du coup, là, elle dit, bah lui, il a pas étalé la paille, mais lui, il faut toujours que j'étaye. Il n'a pas compris comment il fallait faire encore. Mais ça, c'est en fait ce qu'on attend au-delà de la prescription. Et D'accord. la deuxième question qui était par rapport à, je me souviens pas. Le lexique mécanique comme manufacturé, j'ai pas pu noter les autres mots. Oui, bah, il y avait. Alors, en fait, souvent, c'est des mots qui sont utilisés pour parler de l'entraînement du cheval, du travail, de comment est-ce qu'on l'amène, surtout sur le dressage. C'est des mots qui sont très, très utilisés en dressage. Comment est-ce qu'on amène le cheval à exécuter cette figure de dressage? Et donc, c'est là où ressort le côté très mécanique, où voilà, il faut fabriquer le cheval, parce que le cheval. Et là, j'en parle presque comme un véhicule, hein. Il y a un tuning sur le cheval. Mais ça, c'est moi qui utilise, hein, comme mot. Mais le cheval arrive à 3 ans, il sort de son pré, tout pimpant, tout frais. Et maintenant, il faut le fabriquer, le manufacturer pour qu'il ressorte à la fin de son entraînement comme un cheval de dressage ou un cheval de complet qui est capable de faire du dressage. Et donc, c'est dans ce contexte-là vraiment que vont être utilisés les mots de fabriquer, manufacturer, etc. Mécaniser aussi beaucoup. Et donc ça, c'est pour le cheval. Et après, pour les cavaliers, il y a quand même cette notion de pilote qui ressort très souvent, où on dit, ah, lui, c'est un sacré pilote, il peut tout faire avec ses chevaux, il va te faire des trucs que les autres, ils seraient pas capables. Mais il y a cette notion de pilote qui est, ben, enfin, cavalier n'est pas un pilote, hein, sinon on n'utiliserait qu'un seul mot. Et où on associe encore une fois donc le cavalier à un conducteur de machine, que ce soit la moto ou la voiture. Et en ce sens, on continue en fait quelque part à être dans cette idée de biomécanisation du cheval, où bah, le cavalier, il, il ne guide plus une créature capable de subjectivité, mais une machine voilà, où il suffit de tourner le guidon à droite ou à gauche pour que ça bouge, quoi. Et c'est pour avoir échangé un petit peu avec des personnes qui sont pas du tout du milieu du cheval, j'ai été surprise que certaines me disent, ah, mais moi, je pensais vraiment que le cavalier, en fait, juste, il guide le cheval et enfin, que c'est le cavalier qui fait tout, quoi. Comme sur une machine, que sur la moto, si c'est pas toi qui te demande d'accélérer, de tourner, etc., la machine, elle tournera pas. Et donc, il y avait cette image du cheval que si le cavalier, il demande pas, le cheval, il fait pas. Mais c'est là où je dis que le cheval va au-delà de la prescription, c'est qu'il est capable de faire même si on ne lui demande pas. Quand le cheval sauve la mise à cavalier de complet sur un parcours de crosse, donc le cheval trébuche, le cavalier perd ses rênes, mais le cheval continue quand même à sauter et il va même sur un directionnel. Donc il n'y a plus d'instruction de la part du cavalier. Par contre, le cheval prend en charge, va au-delà de la prescription dans ce sens-là, où il prend en charge le reste du parcours et il dit je continue. Alors que la moto, très clairement,
le pilote aurait perdu le guidon, la moto resterait allée tout droit, hein. Ou elle aurait tourné si elle tournait, mais enfin, la moto n'aurait pas pris la décision de tourner toute seule, quoi. Ouais, Et c'est donc, super intéressant. Et ouais, c'est... pardon, pardon, je croyais que vous Ah avez non, fini. non, j'avais fini, pardon. Et donc la petite question suivante, est-ce que vous savez s'il y a déjà de la bibliographie scientifique à ce sujet? Parce que pour tout dire, je suis en train d'écrire un article sur un texte. Donc je suis en égyptologie, moi. Donc je suis sur un texte qui parle d'un prince héritier qui aimait beaucoup dresser les chevaux. Et hier, je me rendais compte qu'il y avait un mot qu'on traduit souvent par dressage et qui est utilisé normalement plutôt en métallurgie. Donc, comme si le cheval était fabriqué, lui aussi, manufacturé, comme un objet en métal. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment tiqué quand vous avez parlé de manufacture, etc. Et du coup, bah, si vous voulez bien, je citerai bien votre conférence d'aujourd'hui dans mon article, mais est-ce que vous savez s'il y a de la bibliographie scientifique en plus à ce sujet? Je pense, je sais, il faudrait que je demande, mais Vanina, très certainement, elle a dû avoir des choses similaires sur son terrain. Et donc, ce que Vanina de Neulebar a écrit, on doit pouvoir retrouver dedans ces notions de fabriquer le cheval. D'accord. Il faut pas hésiter à lui demander directement, elle saura vous orienter vers là où elle en parle le plus. Là, moi, de mémoire, comme ça, faudrait que je relise, faudrait que je retrouve, mais enfin, comme moi, je travaille en suivant sa méthodologie, sa façon de travailler, elle a fait surtout sur différents, elle a fait vraiment un panel assez large dans les métiers du cheval. Moi, je suis vraiment que sur le sport de très haut niveau, donc mais dans la continuité de ce qu'elle a fait, donc il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dans ce que moi j'observe et qu'elle a observé avant. Donc voilà, certainement chez elle, on va pouvoir retrouver ce côté de manufacture du cheval. D'accord. Bah, je demanderai à l'association son mail alors. Bah, Merci je vous beaucoup. mets dans le chat. Hop, allez. Ah, je- On clôt ce rendez-vous. Merci à toutes et merci à toutes d'avoir suivi ce rendez-vous d'aujourd'hui. Merci à toutes et à tous aussi de nous avoir suivis cette année. On va faire une pause estivale en juillet et en août et on reprendra en septembre. Donc, si des personnes sont intéressées d'ailleurs pour présenter dès la rentrée, n'hésitez pas à nous contacter. Et de la part de toute l'équipe, on vous souhaite un bon été et des bonnes vacances à toutes et à tous. Et on a hâte de vous retrouver à la rentrée. Et restez. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci.